Une femme étrange qui provoque des accidents de la route, une défunte qui quitte sa tombe, un homme qui transporte à son insu du poison censé foudroyer son cousin. Voici l'atmosphère mystérieuse dans laquelle vous plongera Étrange récit, signé Landry Messou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans notre espace littéraire sur RTI 2. Entre les lignes, recevons l'auteur. Bonsoir Monsieur Messou. Bonsoir Eva. Merci d'être là. Merci. Je l'ai dit, on va parler de Étrange récit, c'est ce recueil de nouvelles que vous signez. Oui. Il faut dire que vous êtes juriste de formation, mais vous êtes également un passionné d'écriture et de dessin. Donc vous avez fait un peu de presse écrite. Oui. Et ces nouvelles sont en fait parues dans la presse. Bien sûr. Et il y a des inédits. Bien sûr. Alors, on va parler de l'œuvre à présent. Oui. Étrange récits, ce sont des histoires tout aussi mystérieuses les unes que les autres. Qu'est-ce là? Il faut dire que depuis tout petit, j'ai toujours été passionné de mystère. Quand on allait au village, la grand-mère nous racontait des histoires. Et c'est comme ça que, petit à petit, je me suis intéressé à l'inexplicable, au paranormal. Et j'envisageais plus tard de partager ces histoires que j'avais reçues de ma grand-mère, de mes parents, de mes proches. Et quand ces histoires sont parues dans la presse, dans un des journaux les plus lus en Côte d'Ivoire en ce moment, des lecteurs m'ont envoyé aussi leurs témoignages. C'est comme cela que ces recueils-là, le recueil Étrange récit, a vu le jour. Donc les histoires qu'on pourra lire à l'intérieur sont toutes authentiques? Je ne vais pas dire le mot authentique, je dirais vrai. Authentique, ça suppose qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu des spécialistes du paranormal qui se sont intéressés à ces histoires-là et puis qui ont sans doute réussi à prouver certaines choses. Je dirais que c'est des histoires vraies, en ce sens que les témoins, les personnes qui ont vécu ces faits-là, ont pris la peine de me les raconter. Et au fil des questions que je leur ai posées, je me suis rendu compte que les réponses étaient toujours les mêmes. Et c'est en ce sens qu'on parle d'histoires vraies. Comment vous expliquez toutes ces histoires étranges? Est-ce que c'est juste parce qu'on est en Afrique que c'est mystérieux et on s'arrête à ça? Ou est-ce qu'il y a une explication derrière? On a toujours l'habitude de parler de l'Afrique et ses mystères. Mais si on s'intéresse bien à ce qui se passe dans le monde entier, vous verrez qu'il y a des histoires de ce genre-là partout. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Mais c'est parce que nous, l'Africain est intuitif par rapport à l'Occidental qui est cartésien, qui veut avoir des preuves, qui veut toucher. Et donc, ce caractère intuitif de l'Africain-là fait qu'aujourd'hui, on dit non, l'Africain, point où il y a un nom, sorcellerie, mystère par-ci, les morts ne sont jamais naturels. Non, il y a des petites vérités qui se cachent derrière. On va parler de quelques nouvelles, notamment celle du vendeur sénégalais. Oui. Donc, qui vend un talisman à un client oui. qui se retrouve miraculeusement épargné d'un grave accident. C'est cela. Donc, le vendeur qui proposait un article à un automobiliste, vous savez, sur le boulevard, jusqu'à très souvent, à l'époque,
Il y avait beaucoup de vendeurs qui vendaient ce genre de choses. Et cette histoire se situe dans les années 90. Voilà. Et donc, l'automobiliste qui constate que le vendeur a un gris-gris, comme on le dit, et il lui demande, mais tu es sûr de l'efficacité de cette chose-là, grosso modo, quoi. Et le gars qui lui explique, non, c'est véridique, j'y crois. Et que ça me protège, en tout cas. Ça me protège. Et donc, au moment de la discussion, le feu est passé au vert. L'automobiliste dit, bon, je vais serrer un peu devant pour prendre ton article. Et c'est à ce moment-là qu'un camion qui n'a pas respecté le feu parce que ses freins ont lâché, a percuté la voiture. Au moment où le vendeur a vu le camion arriver, il a posé la main sur l'automobiliste. Et ce dernier s'est retrouvé hors de la voiture avec le vendeur et il a assisté en direct à l'accident lui-même. Donc la voiture n'avait plus aucun occupant. Il n'y avait plus d'occupant dans la voiture. Comment il est sorti de la voiture, ça se retrouve dans le recueil. Exactement. Donc la question de savoir si le talisman l'a protégé avec son propriétaire, ou ça. si une autre force l'aurait extrait miraculeusement donc, de cette voiture. Ça paraît énorme quand même, ça paraît difficile à croire. Oui, mais c'est ce qui fait l'attrait de ces histoires-là. Tant que vous ne les avez pas vécues, c'est quelque chose d'extraordinaire, on est sceptique. Mais quand vous êtes confronté à ça, vous vous dites, ah donc c'est possible. Pour aller dans le même sens, mon ancien patron, il disait, oh, ces histoires, moi, j'y crois pas. Jusqu'à ce qu'il rencontre lui-même, à l'époque, dans le bus, un de ses enseignants qui était décédé depuis longtemps, mais il ne savait pas. Et donc, c'est la semaine d'après, il a dit à un de ses amis, ah, mais j'ai rencontré tel de nos professeurs. Il dit, mais ce type, on l'a enterré il y a longtemps. Mais quand je lui ai dit, mais vous avez vécu une histoire pareille, c'est que vous devez y croire. Il dit, non, je suis quand même un peu sceptique. C'était peut-être une ressemblance. Alors, on va parler d'une histoire, moi, qui m'a traumatisée, presque. Une femme d'un autre monde qui crée des accidents de la route. Sur la route donc, de Bonicro, je ne sais pas si c'est un village imaginaire ou s'il existe vraiment. Celui qui m'a raconté l'histoire dit que c'est une localité dans la région de Dabou. Et qu'il y a des accidents qui sont très fréquents là-bas. Et difficile à expliquer pour la plupart du temps. L'explication que les victimes de ces accidents ont donnée, c'est qu'il y a une femme qui apparaissait dans les véhicules et qui braquait le volant pour provoquer une sortie de route. Il y a celui qui a raconté l'histoire, il avait entendu, puisque c'est sa région, il a entendu beaucoup d'histoires dans ce sens-là, il n'y a jamais cru, jusqu'à ce que lui-même, en allant dans son village, il rencontre cette dame-là dans sa voiture. Donc une dame très étrange, je vous le dis, déjà on ne voit pas bien son visage parce qu'elle a une chevelure abondante, mais quand il réussit à voir son visage, elle a des oreilles pointues, des yeux perçants, un visage triangulaire, rien d'humain. Voilà, ce qu'on associe au diable en général. Oui, c'est la seule explication qu'on peut donner parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Et elle apparaît dans le véhicule au moment où elle apparaît doucement dans le véhicule et elle essaie de braquer le volant. Heureusement, celui qui a raconté l'histoire, il a résisté jusqu'à ce que l'accident se produise, mais elle en est sortie indemne. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous allez lire cette œuvre, lisez-la en pleine journée et dans un endroit où il y a du monde. Une autre nouvelle, donc la femme sortie du cimetière dans une tenue de mariée. Oui. Bon, c'est une histoire qui est arrivée à des proches. C'est une histoire qui est arrivée à des proches. Nous avons perdu une tante. Et donc, à l'époque, j'étais trop jeune, donc je ne suis pas allé à l'inhumation. L'inhumation s'est passée au village. Au retour, mon oncle et ma tante, donc les sœurs de la défunte, en revenant, ils passent devant le cimetière. Et instinctivement, mon oncle a ralenti. Et ils ont vu une dame passer devant eux. Elle a traversé la route pour s'enfoncer dans la forêt. Très tard dans la nuit. Et donc ma tante qui dit, mais c'était quoi ça? Et l'oncle qui lui dit, mais c'est notre soeur. C'est qu'on vient de... Voilà. Et donc il a dit qu'il a l'habitude, puisqu'il aime voyager la nuit. Et donc en passant devant le cimetière, instinctivement il ralentit parce qu'il ne sait pas ce qui va en sortir. À un moment, je ferais le contraire. En passant devant le cimetière, je vais accélérer histoire de rien voir. Il ne faudrait pas percuter la personne qui en sort, on ne sait pas ce que c'est. Ils sont déjà morts, ça ne leur fait pas de mal. Alors moi j'ai une question parce que c'est des histoires effectivement qu'on entend beaucoup raconter, soit par des proches, des amis, même dans des livres. Il y a Regina Yaou qui a un recueil de nouvelles comme ça. Histoire si étrange, justement, qui parle beaucoup de ces apparitions d'êtres
de personnes qu'on a connues, aimées, qui sont décédées et qui reviennent. Alors certains disent, du point de vue spirituel, l'explication spirituelle de la chose, c'est que ce seraient des apparitions du diable. Donc ce seraient des démons qui prendraient l'apparence de ces personnes qu'on a connues et justement chéries pour venir nous effrayer ou venir nous faire du mal. Comment vous vous situez? Où vous vous situez? Personnellement, moi je suis chrétien catholique. C'est ce que nous apprenons au catéchisme. Je crois en cette version-là aussi. Mais on n'a pas toujours toutes les versions. J'estime que les personnes qui nous ont aimés de leur vivant, il n'y a pas de raison qu'ils nous veuillent du mal, qu'elles ne sont plus là. Et comme le disait un poète, les morts ne sont pas morts. Donc ces personnes-là, de là où elles ont un œil sur nous. Je pense qu'elles ont la possibilité d'intervenir pour protéger celles qu'elles ont aimées sur Terre et qu'elles continuent d'aimer d'ailleurs. Alors justement, pourquoi certains défunts reviennent sur Terre et puis hanter les vivants? Parce que vous l'avez dit, ils ont peut-être, enfin, on n'en sait rien, mais ils ont peut-être la possibilité, le pouvoir d'aider ceux qui sont encore vivants, qui sont dans des difficultés. Mais bien souvent, ils viennent juste, on les voit. Par exemple, dans le bus, comme vous l'avez dit, on peut les voir à un carrefour, on peut les voir, et après ils disparaissent. Donc ils ne font rien de spécial en fait. Le problème pourquoi là, ils reviennent? On ne sait pas. Je peux pas dire quelque chose de précis sur cette question-là. Est-ce que ces personnes qui reviennent sont investies d'une certaine mission? Justement. On n'en sait rien. Est-ce qu'elles ont quelque chose à accomplir avant de partir? Peut-être qu'elles sont mortes trop tôt. Il y a des actes, des choses qu'elles auraient dû faire qu'elles n'ont pas eu le temps de faire. Parce qu'on entend souvent parler de ces personnes-là également qui reviennent dans des localités très éloignées de là où elles vivaient, qui se marient même, qui fondent des familles, qui se marient, font des enfants. Et une fois que quelqu'un les reconnaît, ils disparaissent pour toujours. Dans mon premier recueil, sous-titré Le Pagne de l'Invisible, Rivière mystérieuse, Le Pagne de l'Invisible, il y a une histoire similaire où une dame a fondé une famille à Arboisseau. Et puis, un marchand, en fait, elle était du Nord, mais là, elle est venue fonder une famille à Arboisseau. Et un marchand du Nord qui l'a reconnue. Et quand elle est retournée dans leur village au Nord, il a dit à ses parents, « Ah, j'ai vu votre fille. » Qui vit à Arboisseau. Qui vit à Arboisseau. Elle a fondé une famille là-bas, elle vient d'avoir un enfant. Alors qu'on l'avait enterrée depuis longtemps. Et donc les sœurs se sont déportées sur Arboisseau et elles ont surpris leur sœur en train de laver son enfant. Elle les a reçues normalement, elle a demandé les nouvelles et puis elle a dit, bon, je vais chercher quelque chose dans la chambre, je reviens. Elle est rentrée dans la chambre, on ne l'a plus jamais revue. Alors que deviennent ces enfants? Est-ce qu'ils sont vraiment des humains? Est-ce qu'ils sont des esprits? J'ai entendu plusieurs histoires. Les enfants après ils décèdent ou non, les enfants vivent normalement. Quelle explication on peut donner derrière? Je ne sais pas. C'est étrange tout ça. Alors est-ce que justement il y a quelque chose de particulier à faire pour les apaiser et puis leur permettre de reposer en paix, ou quand ils arrivent, il faut juste les regarder faire et puis attendre qu'ils repartent? Bon, ça c'est peut-être... des prières, je ne sais pas moi. Sans doute des prières. Comme je ne suis pas un spécialiste en matière, je pense que des prières, peut-être des séances d'exorcisme peuvent les aider à partir. Voilà. Très bien. Le porte-poison. Oui. Alors, c'est une histoire qui se passe donc au Burkina Faso. Oui. Un jeune homme qui vit en Côte d'Ivoire, mais qui est burkinabé, rend visite à sa famille. Et au moment de rentrer, il y a son oncle qui l'investit d'une mission à son insu. Il est censé venir détruire son cousin. Vous allez m'expliquer? Voilà, c'est-à-dire que en quittant le Burkina, son oncle l'a invité. Ils ont partagé un repas. Pas de problème. Il rentre en Côte d'Ivoire. Son oncle lui dit non, tu donnes telle commission à ton cousin qui est en Côte d'Ivoire. Il revient. Pendant près d'une semaine, il n'a pas réussi à mettre la main sur son cousin. Et puis, il a commencé à avoir des douleurs au ventre. Consultation en consultation, le mal s'aggrave. Il finit par aller voir un féticheur, un marabout, qui lui explique qu'en réalité, son oncle lui a fait prendre un poison qui était destiné à son cousin en Côte d'Ivoire. Il aurait suffi qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent simplement pour que le poison agisse sur le cousin. Vous voyez? Donc c'est par personne interposée aussi que les sorciers, les gens qui nous veulent du mal, peuvent agir. Et donc s'il avait rencontré son cousin dans le délai, certainement que le cousin serait mort. C'est en cela que j'ai créé un néologisme pour le titre, je l'ai appelé le porte-poison. Voilà, ça dit que le poison ne lui est pas destiné à lui, mais à quelqu'un d'autre. Et lui le porte sans le savoir. C'est ça. Franchement, c'est des histoires
qui font peur et qui nous incitent à beaucoup de prudence, hein, finalement, Bien parce sûr. qu'on ne sait pas qui est qui, expression ivoirienne. C'est ça. On ne sait pas qui est humain, qui est esprit, qui nous veut du bien, qui nous veut du mal. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos parents au village nous disent que quand vous allez dans un marché, vous allez au marché ou bien dans une place publique, évitez la bagarre. Vous ne savez pas qui peut passer à côté de vous. Si quelqu'un Exactement. vous marche sur le pied, bon, s'il s'est excusé, tant mieux. S'il ne s'est pas excusé, vous le laissez partir parce que vous ne savez pas c'est qui. Exactement. Voilà. Il faut faire très attention. Alors, le châtiment des anciens. Oui. D'ailleurs, le recueil porte donc le sous-titre Châtiment des anciens avec l'illustration de ce jeune homme qui a la jambe en train de s'enfoncer donc dans la terre de ses ancêtres. Vous allez C'est nous là. expliquer? Cette histoire, je suis un peu ému parce que la grand-mère en question, dans l'histoire, c'est la mienne. Et D'accord. elle nous a quittés récemment, à un âge Et son très âme avancé. repose en paix. Voilà. Et donc, comme dans toutes les régions en Côte d'Ivoire, il y a de vastes étendues de forêts qui appartiennent à des familles. Et donc, il faut savoir délimiter, il faut savoir quelle est la délimitation. C'est en ce sens qu'un jeune qui a reçu en héritage des terres de son père est venu voir la grand-mère, ma grand-mère en question, pour lui demander quelle est la limite entre les deux terres. Malgré l'âge, elle s'est déplacée avec lui. Elle lui a montré un sentier qui a été tracé par les parents, par les ancêtres, et qui délimite les deux portions de terre. Et le monsieur, il a reconnu effectivement que plus petit, il était venu dans cette partie là de la forêt et qu'il reconnaissait le sentier. Il reconnaissait donc la limite Il entre les deux reconnaissait la portions. limite. Il n'y avait pas de problème. Mais quand il est revenu le lendemain pour nettoyer un peu la zone, ses enfants et un de ses amis qui les aidait, Et l'ami qui va l'induire en erreur. qui va lui dire, mais écoute, tu vois, toutes ces vastes forêts-là, toutes ces terres-là, tu vas laisser la vieille là prendre ça. Et le monsieur qui dit, non, bon, effectivement, c'est de vastes terres, il se rebiffe, il vient voir ma grand-mère, il dit, non, finalement, il Je n'est pas veux plus. d'accord que toute la parcelle, toute la forêt lui appartient. La grand-mère lui dit, mais hier, on est allés ensemble, tu as reconnu, je ne sais pas pourquoi. Il dit, non, qu'il va envoyer l'affaire à la gendarmerie et au tribunal. La grand-mère a préféré approcher des sages pour qu'ils tranchent cette histoire-là. Les sages sont partis avec deux de mes cousins. Ils ont essayé de le convaincre d'abandonner ses poursuites, il ne voulait rien savoir. Et, à la grande surprise de tout le monde, il sort une boisson, il invoque les ancêtres pour dire que si ce qu'il dit Demande-leur c'est du arbitrage. mensonge, voilà. Si ce qu'il dit c'est du mensonge, que malheur lui arrive. Donc il voulait donner une force à ses arguments. Bon, or c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère. On ne verse pas la boisson comme ça, on n'invoque pas les aïeux comme ça. Surtout quand on sait qu'on est de mauvaise foi. Exactement. Quand on se sait en tort, Et donc, malgré la discussion, on ne voulait rien savoir. Au moment de quitter la forêt, ils sont tous sur la piste en file indienne. Ils fermaient la marche. Il était plutôt devant mon cousin. Et la terre a avalé carrément Sa pied, jambe. sa jambe. Et donc, il criait. Mon cousin était tellement surpris parce qu'il n'y a pas de sable mouvant dans la région. Et donc, le pied du monsieur qui s'enfonce. Et donc, c'est les deux vieillards qui étaient venus trancher le litige qui l'ont aidé à sortir. Mais il avait le pied carrément tout écorché, à vif. à vif. Quelque temps après, c'était comme une gangrène. Il n'a pas survécu une semaine. Malheureusement aussi, ses enfants ont été touchés par la même maladie. C'est ce que je trouve étrange, vu que les enfants n'avaient pas grand-chose à y voir. Non, et puisque quand vous lisez l'histoire, les enfants l'ont encouragé aussi. Ce sont des enfants après. hein. Bon, Bon. on dit que les fautes des parents retombent aussi parfois Exactement, sur comme les on enfants, dit. malheureusement. Les ancêtres ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacés. D'accord. Et cette histoire aussi qui m'a particulièrement plu, qui m'a rassurée également sur mes anges gardiens, parce que je sais qu'ils sont là en ce moment. Donc c'est la dame et ses accompagnateurs. C'est cela. C'est une dame qui a l'habitude de prier tous les matins, comme tout bon chrétien, tout bon croyant, avant de sortir. À chaque fois qu'elle passe devant le vigile, le gardien de ses voisins, elle le salue. Mais le monsieur, il a remarqué qu'elle était toujours accompagnée de deux individus en costume blanc. Bon, pour lui, c'était normal. Hein. Tous les matins, elle sort sur ses gardes du corps. Et une fois, elle était pressée. Elle est sortie sans prier. Donc, quand elle est passée, elle n'a même pas salué le vigile. C'est lui qui l'a interpellé. Et lui demande, mais, madame, vos gardes du corps qui vous accompagnent tout le temps, ils ne sont pas là aujourd'hui.
Elle dit, ah, j'ai oublié de les appeler. Elle ne savait pas en fait. Elle est retournée, elle a fait sa prière. Et au moment où elle passait, le gardien a fait un signe de la tête. Pour dire qu'il les voyait. Donc finalement, lui, il était extra lucide, il voyait des choses que même la dame ne voyait pas parce que ses anges gardiens ne les voyaient pas. Voilà, mais en fait, elle sentait généralement leur présence. D'accord. Elle sentait généralement leur présence sans forcément les voir. C'est peut-être inconscient. C'est pas qu'il était forcément extra lucide, mais il y a des cas comme ça. Moi, je ne suis pas clairvoyant, mais il peut arriver que je puisse voir quelque chose. Non, je dis, il peut arriver. Je n'ai pas dit que c'est déjà arrivé. Par exemple, ceux qui voient les revenants, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont clairvoyants qu'ils les voient. Ce sont des manifestations. Si ces anges-là veulent se manifester, ils peuvent apparaître à telle ou telle personne. Alors, pour revenir donc à ces personnes-là défuntes qui reviennent dans le monde des vivants, on les appelle donc des revenants, il y a l'histoire de ce cousin qui revient dans sa famille et qui vit une année pleine. Voilà, c'est arrivé à une de mes anciennes collègues que je salue au passage, elle va se reconnaître. Le cousin en question, il allait travailler dans une entreprise d'exploitation de bois. Quelques temps après, à l'époque, il n'y avait pas les histoires de téléphone portable, tout ça. Même les écrits, ce n'était pas évident. Il revient vers sa famille et dit, bon, il va passer un moment avec eux. Chose étrange, avant, quand on sert le plat, il mangeait avec tout le monde. Tout le monde, on mangeait tous ensemble. Ils mangeaient tous ensemble. Mais lui, il voulait être servi à part. Mais on ne le voyait jamais manger. Et c'est le petit frère du narrateur? C'est le petit frère qui a dit que il y a quelque chose qui n'est pas normal, ce type il n'est pas clair. On dit, mais quand il était là avant, tu jouais avec lui, tu ne peux pas dire que non, il y a un problème avec celui-là. Mais bon, plusieurs personnes ne le prenaient au sérieux. Bon, il n'a pas réagi. Et donc, c'est un jour, il était en ville avec le cousin en question. Et il y a un chauffeur de grumier qui a reconnu le cousin. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je reviens, je vais donner des explications. Je vais aller me soulager. Il est parti dans les broussailles. Et le chauffeur qui demande au petit frère, mais... C'est un de vos parents? C'est un de vos parents. Il dit, oui, c'est mon cousin. Il a parlé un moment, il est apparu. Il dit, mais je ne comprends pas. On travaillait ensemble dans la même entreprise. Lors d'un abattage, de l'abattage d'un arbre, il a reçu l'arbre sur la tête. Il est mort sur le coup. Comme on n'avait aucun contact de ses parents, on a pris sur nous-mêmes de l'enterrer. Donc je ne comprends pas pourquoi il réapparaît ici. Et le petit qui se retrouve conforté dans sa thèse, comme quoi il y avait quelque chose de pas normal, ils décident tous les deux de le rejoindre dans la broussaille. Il a disparu. Comme d'habitude, dès qu'ils sont reconnus. Quand on est sur le point de les prendre, ils disparaissent. Oui. Voilà. Mais tant quelle est l'explication rationnelle, je ne la connais pas. Très bien. Alors, voilà un cas typique de sorcellerie à Bounois. Oui. On voit là la bêtise gratuite et la méchanceté gratuite donc des sorciers. C'est ça, le sorcier, il est bête et méchant finalement. C'est ça. Et le jeune homme qui, à l'annonce de son départ prochain donc en France pour ses études, est enfermé mystiquement dans un cercueil. Oui. Là, il est tombé malade quand certains parents ont su qu'il devait voyager. Il est tombé malade, d'hôpital en hôpital. On ne sait Déjà, pas ses parents le préviennent, ils vont au village pour les vacances. Voilà, ils lui ont dit, ne dis à personne que tu pars. Ne dis à personne que tu dois partir. Bon, c'est la veille de leur départ, de leur retour pour Abidjan. Il allait boire un peu plus que d'habitude. Ça a les effets de la boisson aussi. Exactement. Et donc, dans les échanges avec ses amis, il était ivre. Il leur a annoncé son départ. Qui a entendu à côté? On ne sait pas. Le fait est que la semaine qui a suivi, l'information est tombée dans l'oreille des mauvaises personnes. Voilà, et donc il est tombé gravement malade. Plusieurs traitements, plusieurs consultations, ça n'a rien donné. Il est allé consulter une féticheuse, on va dire une voyante, qui lui a expliqué que son âme a été enfermée mystiquement dans un cercueil. Avec de l'eau? Avec de l'eau dans le cercueil. Et le cercueil a été carrément enchaîné. Ça fait peur à la fois. Ouais. On s'interroge sur les motivations de ces personnes parce que à la base, le jeune homme, il n'a rien fait de mal à personne. Non. Mais on décide de lui compromettre son avenir. Quand on dit que la jalousie est une forme de sorcellerie. C'est le début de la sorcellerie d'ailleurs. C'est cela, voilà. Donc, il va connaître le bonheur. S'il réussit en France, ça, il faut l'en empêcher. Bon, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Franchement, je ne sais pas. Alors, la dernière nouvelle dont on va parler, c'est Elle a quitté sa tombe. Je vous rassure, on n'a pas parlé de toutes les nouvelles. Il y en a encore beaucoup que vous pourrez lire et vous délecter donc, de ces nouvelles-là en lisant Étrange récit. La dernière, c'est une dame qui quitte sa tombe. Bon, décidément, on est sur les tombes. Après celui qui était enfermé mystiquement dans la tombe, c'est une dame qui décède physiquement cette fois. Oui. Elle décède normalement, oui. si je peux m'exprimer ainsi. C'est cela. Qui est enterrée
et qui déserte sa tombe. Oui. Le lendemain de l'inhumation, un de ses parents va pour s'assurer que les travaux ont été faits sur la tombe. Il est surpris de voir non seulement que la tombe est ouverte, le cercueil est ouvert, il n'y a pas de corps, mais il y a des empreintes qui quittent le cercueil pour sortir de la tombe. Où elle est partie, comment elle a réussi à ouvrir la tombe, comment elle a ouvert le cercueil, on n'en sait rien. Et quelles sont ses motivations aussi? C'est des questions qu'on se pose. En tout cas, c'est un livre qui vous enverra dans un espace particulier, donc une atmosphère très mystérieuse, chargée donc de ces histoires qu'on entend, qu'on aime entendre, qu'on raconte souvent. Même si ça fait peur. Ça fait peur, ça fait très peur. En tout cas, elles sont compilées dans cette œuvre. Étrange récit signé Landry Messou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que finalement, on n'est pas à l'abri d'une apparition mystérieuse ou d'un fait bizarre qui pourrait se passer. N'importe qui peut voir quelque chose. Ce n'est pas seulement des clairvoyants. Les clairvoyants, ils ont l'habitude, si vous voulez, ils vivent en deux mondes, le monde physique, le monde spirituel. Mais nous qui n'avons pas certaines facultés, il peut nous arriver d'observer certaines apparitions. Et pour ceux qui sont incrédules, il y a un auteur que j'aimais bien qui dit que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le mur derrière vous qui n'existe pas. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Landry Messou. Merci à vous également, très chers téléspectateurs de Entre les lignes sur RTI2. Nous avons fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Anissette Aouman. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Le dernier mot vous revient. Je voudrais remercier mes parents, tous mes proches qui me soutiennent dans cette aventure, en particulier ma femme. Remercier aussi la RTI pour cette invitation. Et enfin, les lecteurs qui font de moi ce que je suis en tant qu'auteur.